Ma femme m'a trompé pendant que je poussais le fauteuil roulant de mon père entre deux cabinets médicaux. Et le pire, ce n'est même pas ça. Le pire, c'est ce qu'elle a fait quand elle a compris que mon père n'était peut-être pas aussi fauché qu'il le prétendait. Et là, j'ai vu le vrai visage de 13 ans de couple, en version non filtrée, sans le moindre fond de teint moral. Tout a commencé un mardi banal. Paris avait cette odeur de pluie tiède et de boulangerie qui te donne envie de pardonner à la vie. Moi j'étais en retard. Comme d'habitude, je descendais les escaliers de notre immeuble du 11e, celui où le syndic nous envoie des mails en majuscules pour des trucs qui n'existent pas. Et j'avais un message WhatsApp de Claire, ma femme. Pense au virement pour la cantine et au fait qu'on vit comme des étudiants. Classique, Claire avait un talent. Transformer une journée normale en audition pour un rôle de victime. On était ensemble depuis 13 ans, et elle me répétait depuis au moins 10 qu'on manquait d'argent, qu'on galérait, alors qu'on ne galérait pas. On vivait juste sans champagne. Nuance. Mon père, lui, avait de l'argent. Beaucoup. Un de ces hommes qui serrent la main comme s'il signait un contrat à chaque fois. Il avait monté une boîte dans l'immobilier. Pas le genre marchand de sommeil. Plutôt le genre je connais le notaire et le notaire me connaît. On s'était fâché tôt. À 22 ans, je lui ai dit que je ne voulais rien de lui. Ni piston, ni appartement, ni enveloppe. Il a souri comme on sourit à un enfant qui annonce qu'il va construire une fusée avec des rouleaux de papier toilette. Et il a répondu « Comme tu veux, mais ne viens pas pleurer. » J'ai pas pleuré. J'ai bossé. J'ai pris le RER. J'ai eu des contrats mal payés. Des nuits à refaire mon CV. Des rendez-vous à la banque où on te parle comme à un ado. J'ai progressé. Pas vite, mais proprement. Et bizarrement, c'est ça qui me rendait fier. Pas le chiffre sur mon compte. Le fait de pouvoir dire « c'est moi, pas lui ». Claire, elle, trouvait ça très poétique quand on était jeune, et beaucoup moins quand il a fallu payer une chaudière. Ton père pourrait nous aider, ça lui coûterait rien, qu'elle disait, comme si la dignité se vendait en lot chez le roi Merlin. Je répondais toujours la même chose. Je veux pas. Je veux qu'on y arrive seul. Et elle levait les yeux au ciel, comme si je refusais un verre d'eau dans le désert. L'année dernière, tout a basculé. Mon père a eu ce que les médecins appellent une pathologie lourde, pour ne pas dire « on ne sait pas comment vous annoncer qu'il va morfler ». J'ai appris ça par un appel d'une secrétaire. Ton sec. Votre père a besoin d'un accompagnant pour les examens. Je me suis retrouvé à prendre des jours de congé, à courir entre un cabinet du boulevard Haussmann et un hôpital du côté de Boulogne, à remplir des papiers, à comprendre la mutuelle, à écouter des discussions de couloir, et surtout à voir mon père perdre ce qu'il avait toujours considéré comme son identité, sa maîtrise, sa force. Il était devenu impatient, humilié, méchant, comme un roi sans couronne. Et moi, son fils pas vraiment aimé. J'étais là, pas pour l'argent, pas pour un héritage, juste parce que, malgré tout, c'était mon père, et que j'avais une règle. On ne laisse pas quelqu'un seul face à ça. Même quand ce quelqu'un t'a appris la solitude. Claire a tenu 2 semaines. Elle a fait un passage éclair à l'hôpital, avec un bouquet acheté à la supérette. Elle a dit « bonjour trop fort ». Elle a demandé si la chambre était individuelle. Et sur le trajet du retour, elle m'a lâché. Tu te rends compte qu'on donne du temps à quelqu'un qui nous a jamais rien donné? J'ai répondu « je donne du temps à mon père, pas à son compte en banque ». Et elle a soupiré. Ce soupir qui dit « tu es gentil mais tu es idiot ». Le problème, c'est que mon père, lui, a interprété ma présence comme une tentative de contrôle. Un soir, après une consultation, il m'a planté ça dans la gorge. Tu crois que je suis fini? Tu veux récupérer la boîte? Tu veux me voler? J'ai failli rire, parce que c'était absurde. Moi je venais avec des sacs de pharmacie, pas des dossiers de rachat. Je lui ai dit, calmement, je veux rien, je veux juste que tu sois suivi. Il a grogné, tu n'auras rien, je te déshérite. Puis, il a ajouté, comme pour être sûr d'avoir fait mal. Et ta femme, là, elle va être contente. Sur le moment, je n'ai pas réagi, parce que j'avais déjà appris un truc. Répondre à un homme malade qui a peur, c'est comme discuter avec un compteur Linky. Ça clignote, mais ça n'écoute pas. Je suis rentré chez nous, et j'ai trouvé Claire sur le canapé, téléphone à la main, comme si elle attendait un verdict. Elle m'a demandé direct. Alors, il t'a dit quoi? J'ai eu un mauvais pressentiment. Celui qui te fait regarder tes chaussures, comme si elles étaient coupables. J'ai répondu. Il dit qu'il me déshérite. Elle s'est redressée, et son visage a changé. Plus de compassion, plus de «
C'est dur pour toi. Juste une colère froide. Tu te rends compte? 13 ans qu'on se tue, et lui, il va tout donner à je ne sais qui, à un associé, à une fondation. Et nous, rien. Notre fils, rien. Je lui ai dit. Claire, je m'en fiche. Je ne l'aide pas pour ça. Elle a lâché un rire sec. Bien sûr que tu t'en fiches. Toi, tu peux jouer au héros. Mais moi, je compte les centimes. Et là, j'ai senti que quelque chose s'était fissuré. Pas la relation. L'image que je me faisais d'elle. Parce que jusque-là, je pensais qu'elle exagérait, qu'elle dramatisait, mais qu'au fond, elle m'aimait, et qu'elle aimait notre famille. Sauf que dans ses yeux, ce soir-là, j'ai vu une balance, pas un cœur. Et le lendemain, elle a prononcé la phrase qui a tout déclenché. Au petit déjeuner, entre 2 tartines, comme si c'était la météo. Tu choisis, soit tu arrêtes de t'occuper de ton père, soit tu perds ta famille. Elle a même ajouté, entre moi et ton enfant. Ou ton père qui ne t'aime pas. Et moi, j'ai regardé notre fils qui jouait avec une petite voiture sur le carrelage. J'ai entendu le bruit des roues, et j'ai compris que ce n'était pas un ultimatum. C'était un test. Elle voulait voir jusqu'où je pouvais me renier. Et là, je me suis levé, doucement, avec une politesse glaciale. Tu viens de te tromper de maison, Claire. Elle a répliqué. Ah oui, monsieur la morale. La dispute a éclaté. Pas des cris de film, des phrases qui coupent, des mots qu'on regrette pas, parce qu'on les pense. Elle m'a dit que j'étais faible, que j'étais incapable de saisir une opportunité, que je préférais un vieux con à ma propre femme. Et moi, j'ai répondu, je préfère être un homme correct qu'un comptable de sentiments. Elle a pris son sac, elle a claqué la porte, et elle est partie, sans même embrasser notre fils. Et à cet instant, j'ai eu un flash, une intuition, comme une alarme silencieuse. Je me suis dit, elle ne va pas juste bouder chez une copine, elle va faire pire. Et je ne savais pas encore à quel point j'avais raison. Mais je savais une chose. La nuit qui arrivait allait me coûter bien plus cher que n'importe quelle chaudière. Et quand son téléphone a sonné à 23 heures, avec un numéro que je ne connaissais pas, mon sang s'est glacé, parce que quelqu'un d'autre répondait à sa place. Et cette voix d'homme a dit « Bonsoir, c'est pour Claire. Elle a oublié son manteau. » Et là, tout a commencé pour de vrai. Quand j'ai entendu la voix de l'autre type au bout du fil, j'ai eu cette seconde de flottement, où ton cerveau refuse le scénario. Comme quand tu vois une facture EDF et que tu te dis « Non, c'est une blague. » Sauf que là, c'était ma vie. Pas un abonnement trop cher. Claire a oublié son manteau. Il a répété, tranquille, comme s'il parlait d'une écharpe, pas d'une épouse. J'ai répondu avec mon calme de façade, celui que j'ai appris dans les rendez-vous bancaires. Vous êtes qui? Il a eu un petit rire. Un ami. Évidemment, ils sont tous amis. J'ai raccroché. Pas parce que j'étais impuissant, parce que j'avais soudain une lucidité froide. La même que quand tu comprends qu'un contrat est déjà signé sans toi. Claire était sortie avec sa colère comme prétexte, et elle avait trouvé mieux que le canapé d'une copine. J'ai passé la nuit à tourner dans l'appartement, à ranger des trucs inutiles, à plier des torchons comme un psychopathe domestique. Notre fils dormait, bouche ouverte, innocent, et moi je me disais, 13 ans, on va pas résumer ça à une voix d'homme et un manteau. Et pourtant, mon corps savait déjà. J'ai ouvert WhatsApp, pas pour fouiller comme un ado, mais parce que j'avais son iPad sur la table, connecté. Et là, j'ai vu une discussion archivée, ce fameux tiroir secret, des gens qui jurent qu'ils n'ont rien à cacher. Le prénom, Romain. Une photo de profil en chemise blanche. Sourire de pub pour une mutuelle. Et le dernier message de Claire, envoyé à 22h57. Je peux rester un peu. Il est encore avec son père. J'ai senti une pression dans la poitrine. Pas de l'amour brisé. Un mélange de colère et de dégoût, comme si quelqu'un avait touché à ma cuisine avec des mains sales. Les messages étaient clairs, trop clairs. Rendez-vous, après le boulot. Hâte de te voir. Tu mérites mieux. Ce genre de phrase qui donne envie de gifler la langue française. Et au milieu, un truc qui m'a fait sourire. Un sourire dur. Quand ton mari héritera, il arrêtera de jouer aux pauvres. Donc voilà. Ce n'était pas juste une aventure. C'était un plan, un pari, un petit investissement émotionnel. J'ai fermé l'iPad, j'ai respiré, j'ai fait du café, à 1h du matin, parce qu'on a tous nos rituels ridicules quand on s'effondre. Et j'ai attendu. Elle est rentrée le lendemain, tard, trop maquillée pour quelqu'un qui a dormi chez une amie. Elle a ouvert la porte doucement, comme une voleuse. Et moi j'étais là, assis, la lumière du salon allumée. Le café froid,
mon calme installé comme une chaise. Elle a sursauté. « Tu dors pas ?» J'ai répondu. « J'attendais ton manteau. » Elle a pâli. Puis elle a tenté le théâtre. « Tu délires. J'ai été chez Sophie. » J'ai dit. « Sophie a la voix de Romain maintenant. » Et là, elle a compris qu'elle ne pouvait plus jouer. Elle a levé le menton, un mélange de défi et de fatigue. « Oui. Et alors ?» Voilà. Pas d'excuses, pas de honte, juste une attaque, comme si c'était moi qui avais trahi le contrat. Tu étais jamais là. Tu étais avec ton père. Et moi, je suis quoi? Un meuble. J'ai répondu. Un meuble, non. Un coffre. Tu veux juste ce qu'il y a dedans. Elle a ri, nerveuse. Arrête. Tu fais ton moraliste, mais tu refuses l'aide de ton père. Tu nous prives. Tu prives ton fils. Là, j'ai senti que la discussion n'était même pas sur la fidélité. Elle était sur la valeur, sur le prix qu'elle pensait mériter. Elle a voulu dormir, comme si on pouvait mettre une trahison en mode silencieux. Elle a marché vers la chambre. J'ai dit « Non, tu dors pas ici. » Elle s'est retournée, les yeux durs. « Tu vas me mettre dehors. » J'ai répondu « Tu t'es déjà mise dehors toute seule. » Elle a attrapé un sac. Elle a pris quelques affaires. Pas tout, juste assez pour pouvoir revenir si besoin. Cette stratégie du demi-départ. Et elle a lâché une dernière phrase. « De toute façon, ton père va crever. Tu verras qui avait raison. » C'était brut. Tellement brut que j'ai eu l'impression qu'elle venait de cracher sur notre fils. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je lui ai juste dit « Ferme la porte doucement. Le petit dort. » Et elle est partie. Cette nuit-là, j'ai compris que je ne pouvais pas rester dans cet appartement qui sentait son parfum et sa mauvaise foi. Le lendemain matin, j'ai déposé notre fils à l'école. J'ai fait un détour par une boulangerie. Croissant pour lui, café pour moi. Et j'ai appelé mon père, ce qu'on ne faisait jamais, parce qu'on avait cette fierté stupide. « Papa, j'ai besoin d'un endroit quelques jours, » il a répondu. « Qu'est-ce que tu as encore cassé ?» J'ai dit « Mon mariage. » Silence, puis un soupir. « Monte. » Son appartement était plus grand que le nôtre. Évidemment, moulure, parquet, vue sur des toits propres, ça sentait la cire et la solitude. Il m'a regardé entrer avec mon fils. Il a eu une micro-hésitation, comme s'il découvrait que j'étais un père, pas juste un fils têtu. « Tu restes ici. » J'ai répondu « Juste le temps de me retourner. » Il a grogné « Tu sais que je t'ai déshérité. » J'ai dit « Je m'en fiche. » Et là, il m'a fixé, comme si ça le vexait, comme si mon détachement était une insulte à son pouvoir. Les jours ont enchaîné. Je jonglais entre le boulot, l'école, les rendez-vous médicaux de mon père et les premiers échanges avec une avocate recommandée par un collègue, une femme sèche et efficace, du genre à appeler un chat et un adultère. Claire, elle, a envoyé 2 messages. Pas pour demander des nouvelles de notre fils, non, pour demander « Tu as parlé à ton père ?» et « Il a dit quoi pour l'héritage ?» C'était presque comique, sauf que c'était ma vraie vie. J'ai lancé la procédure de divorce. Et là, elle a fait un truc que je n'avais pas anticipé. Elle a renoncé. Pas en mode « je suis désolé », en mode « gardez tout ». Elle est venue au cabinet, tirée à 4 épingles. Elle a signé en disant « Je ne veux pas la garde, je ne veux rien, je veux juste qu'on en finisse ». L'avocate a levé un sourcil. Moi j'ai regardé Claire, et j'ai compris qu'elle préparait autre chose, qu'elle se retirait pour mieux revenir. Un joueur de poker qui jette une petite mise en souriant, parce qu'il croit connaître la carte suivante. Et pendant ce temps, mon père empirait. Un matin, en rentrant d'un rendez-vous, j'ai trouvé son appartement trop calme. Pas le calme chic, le calme définitif. J'ai senti tout de suite. J'ai appelé les secours. J'ai fait ce qu'on fait dans ces moments-là. On parle trop vite, on obéit. On attend. Et quand le médecin a prononcé l'heure, mon fils s'est accroché à ma main en demandant « Papa, papy, il revient quand ?» J'ai répondu « Il revient pas, mon cœur. » Sans me casser, sans jouer au héros, juste vrai. Et c'est à ce moment précis que mon téléphone a vibré. Un message de Claire. 3 mots. Alors, il est mort. Et j'ai compris que le divorce n'était que le début, parce qu'elle venait de me donner une raison de ne jamais oublier. Et la semaine suivante, un homme en costume a appelé. « Maître Delmas, notaire de votre père, vous devez être présent pour la lecture du testament. » Et moi, j'ai répondu, fatigué, « Il ne m'a rien laissé. » Sauf que le notaire a insisté. « Venez, monsieur, je vous en prie. » Et dans sa voix, il y avait un détail, un accent de certitude, comme si mon père,
même mort, venait de décider de me surprendre. Et ça, je ne l'avais pas vu venir. Le notaire m'a donné rendez-vous un jeudi matin, 9h30, rue de Miromesnil. Le genre d'adresse où même les interphones ont l'air diplômés. J'y suis allé sans costume. Par principe. Gens propres, manteau sombre, la dignité en guise de cravate. J'avais laissé mon fils à l'école, et je sentais encore son odeur de shampoing bon marché sur ma main. Ça me calmait. Dans le métro, les gens lisaient des trucs inutiles. Moi, je relisais la dernière phrase de Claire. Alors, il est mort. Comme on relit un ticket de caisse pour vérifier l'arnaque. Dans la salle d'attente, il y avait 2 autres personnes. Une femme d'une 50aine d'années, tailleur beige, sourire collé, et un homme plus jeune, barbe soignée, montre qui coûte 1 mois de salaire. Ils m'ont regardé comme on regarde un intrus. J'ai compris tout de suite. Associé, ami de mon père. Ou pire, sa famille, cachée. Le notaire est sorti. Maître Delmas, lunettes fines, voix douce de scalpel. Monsieur le maire. J'ai suivi. La pièce sentait le cuir et le papier ancien. J'ai pensé à mon père, à ses silences. À son obsession de maîtriser tout, même sa sortie. Delmas a commencé par les formules, les dates, les références. Et moi, je l'ai interrompu. Je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas là pour l'argent. Il m'a déshérité. Il me l'a dit. Le notaire a levé les yeux. Votre père disait beaucoup de choses, monsieur. Il en écrivait d'autres. Puis, il a lu. Et à la 3e ligne, j'ai senti quelque chose se déplacer en moi. Je sous-signais, Henri le maire, lègue la totalité de mes biens, part sociale, compte et propriété, à mon fils Julien le maire. J'ai eu un petit rire nerveux. Pas de joie, de sidération. J'ai regardé Delmas. C'est une blague. Il a répondu. C'est un testament holographe déposé et authentifié. Il y a aussi des annexes. La femme en beige a blêmi, l'homme à la montre a serré la mâchoire. Et là, Delmas a ajouté, comme on met le doigt sur une écharde. Votre père a écrit une note, je vous la lis. J'ai entendu mon père dans les mots. Sec, précis. Je n'ai jamais eu l'art de dire les choses sans les abîmer. J'ai fait croire à mon fils que je le punissais, parce que je voulais savoir qui resterait quand il n'y aurait plus rien à prendre. J'ai vu la vérité. Je laisse tout à Julien, et je demande qu'il protège l'enfant, et qu'il ne laisse personne acheter sa loyauté. J'ai avalé ma salive. Mon père venait de m'offrir une gifle posthume, et une excuse déguisée. Delmas a continué. Il y a une clause particulière, une société civile immobilière, et un compte bloqué au nom de votre fils. Votre père a anticipé des frais, études, logement. Il a nommé un tuteur financier. Vous, évidemment. La pièce a tourné doucement. Pas parce que j'étais ému, parce que je comprenais la manœuvre. Il ne m'avait pas récompensé. Il m'avait testé, et il avait aussi prévu Claire. Le notaire a fait entrer les 2 autres. La femme beige a parlé en premier. Henri m'avait promis une part. Je suis sa compagne depuis 4 ans. Le mot compagne avait un parfum d'opportunisme. L'homme à la montre a ajouté. Je suis son associé. Il m'avait dit que... Delmas a levé la main. Le testament est clair. Vous avez la possibilité de contester. Mais je vous informe que monsieur le maire a laissé des éléments probants sur ses intentions. J'ai compris. Mon père avait anticipé les charognards. J'ai signé des papiers. J'ai posé des questions pratiques. Impôts, délais, SCI. Et à chaque réponse, je sentais la vie me mettre un poids nouveau sur les épaules. Pas un cadeau, une responsabilité. En sortant, j'ai eu l'envie absurde d'appeler Claire, pour lui dire « Tu vois, tu t'es trompé. » Mais je me suis retenu, parce que mon silence était plus élégant que son avidité. Sauf que le silence ne dure jamais. Le lendemain, un message d'un numéro inconnu. « Salut Julien, c'est Romain, on doit parler. » J'ai éclaté de rire dans la cuisine. Même lui se sentait concerné maintenant. J'ai ignoré. Et 3 jours plus tard, Claire a enfin réapparu. Pas au tribunal, pas à l'école. Non, sur le palier de l'appartement de mon père, avec un sac à main neuf, les yeux humides, calibrés. « Julien, je sais tout, on peut parler. » Elle a tenté de regarder à l'intérieur, comme si le patrimoine se voyait depuis l'entrée. Je l'ai laissé dire 2 phrases. Je me suis perdu. Je pensais pas. Et quand elle a glissé, on pourrait repartir, pour notre fils. J'ai compris qu'elle était revenue exactement comme je l'avais deviné, au moment où l'argent devenait réel. J'ai répondu doucement. Tu n'es pas revenu pour lui. Tu es revenu pour le testament. Et là, derrière elle, l'ascenseur s'est ouvert. Delmas en personne est sorti.
Dossier sous le bras, il m'a regardé, puis il a regardé Claire, et il a dit, comme s'il lisait un article de loi, « Madame, j'ai aussi un document vous concernant. » Et le visage de Claire s'est figé, parce qu'elle venait de comprendre que mon père, même mort, avait encore un coup d'avance. Delmas est entré sans demander, comme s'il était chez lui. Ce qui était techniquement presque vrai. Il a posé son dossier sur la console de l'entrée, celle où mon père alignait ses clés comme des soldats. Claire a gardé son sourire humide. Elle jouait la réconciliation, mais ses yeux venaient de faire un calcul mental. Quel document? Elle a demandé. Voix douce. Trop douce. Delmas a ajusté ses lunettes. Une lettre de monsieur le maire, datée de 2 semaines avant son décès, déposée chez moi. Elle s'adresse à vous, madame. Et moi, j'ai senti un vieux plaisir noir remonter. Pas de vengeance. Plutôt cette satisfaction rare quand la réalité fait le travail à ta place. Claire a tenté de rire. Henri et moi, on s'entendait bien. Delmas n'a pas souri. Je vais lire, c'est plus simple. Et il a lu « Madame, si vous lisez ceci, c'est que vous êtes revenue au moment où l'argent a parlé. Je vous ai observé. Vous n'êtes pas mauvaise. Vous êtes intéressée. C'est différent. Je vous laisse 1 euro symbolique, afin que vous ne puissiez prétendre avoir été oublié. Et je demande à mon fils de ne jamais confondre vos larmes avec de l'amour. » Claire a cligné des yeux, comme si on venait de lui retirer la traduction simultanée. 1 euro, elle a répété, et là, le masque a glissé, elle a lancé. C'est humiliant. Delmas a répondu. C'est juridique. Puis il a ajouté. Et ce n'est pas tout. Votre renonciation à l'autorité parentale a été annexée. Monsieur le maire a souhaité que tout soit clair. Il n'y aura pas de place pour l'ambiguïté. Claire s'est tournée vers moi. Julien, tu vas pas laisser faire ça. C'est ton père qui parle, pas toi. J'ai répondu. Mon père est mort. Claire, mais toi tu es vivante. Et tu as signé. Elle a fait un pas dans l'appartement, comme si elle pouvait reconquérir le terrain. Je me suis trompé. J'étais perdu. J'étais sous pression. Je l'ai regardée, calme. Sous pression de quoi? Du prix des sacs? Ça l'a piqué. Elle a levé la voix. Tu te crois supérieur parce que tu joues le père parfait. Mais tu m'as abandonné avec tes principes. Tu passais ton temps à l'hôpital. J'existais plus. Je lui ai répondu. Je n'ai pas disparu, Claire. J'étais avec un homme qui allait mourir. C'est toi qui as choisi de te consoler chez Romain. Elle a eu un mouvement de recul, puis elle a tenté l'angle qui marche avec tout le monde, la culpabilité enfant. Et notre fils, tu vas lui interdire sa mère. Delmas a tout sauté. Madame, vous avez écrit vous-même que vous ne souhaitiez plus exercer vos droits. Et pour être exact, vous avez demandé à ne plus être dérangé. Le mot « dérangé » a résonné. J'ai vu Claire se souvenir de sa propre phrase. Celle qu'elle avait lâchée au cabinet, comme on jette un ticket de métro. Elle a changé de stratégie. Elle s'est mise à pleurer. Vraiment cette fois. Mais je connaissais ses pleurs. Ils arrivaient quand tout le reste échouait. Julien, j'ai fait une erreur. Je veux revenir. Je veux réparer. Je lui ai dit. Réparer quoi? Le fait que tu as demandé si mon père était mort. Ou le fait que tu as renoncé à ton enfant. Silence. Delmas a refermé son dossier. Monsieur, je vous laisse aussi ceci. Il m'a tendu une enveloppe. Écriture de mon père. Sèche. Pour Julien. J'ai eu un pincement. Je l'ai ouverte après le départ du notaire. Mais Claire n'a pas bougé. Elle avait compris que l'enveloppe valait plus que sa scène. Qu'est-ce qu'il t'a laissé encore? Elle a soufflé. Et ça, c'était sa vraie question. Pas « Comment tu vas ?» Pas « Où est notre fils ?» J'ai lu la lettre. Mon père avait écrit. Si Claire revient, ce sera pour l'argent. Ne te fâche pas. Ne crie pas. Observe. Puis ferme la porte. Elle ne mérite pas ta rage. Elle mérite ton indifférence. Et une dernière chose. J'ai réglé un détail. J'ai acheté l'appartement où vous viviez. Via une structure, il n'est plus au nom de Claire. Si elle tente de s'y installer, elle trouvera une serrure différente. J'ai relevé la tête. Claire me fixait, impatiente. J'ai rangé la lettre, et j'ai dit « Tu voulais qu'on parle d'argent. On va parler d'argent. L'appartement. Celui où tu pensais revenir. Il ne t'appartient plus. » Elle a blêmi. « Quoi ?» J'ai répondu « Mon père l'a racheté. Il a tout verrouillé. Tu ne peux pas t'y installer. Et tu ne peux pas me faire chanter. » Elle a explosé. Plus de larmes, juste de la rage. C'est un monstre. Même mort, il manipule. J'ai haussé les épaules. Ou alors, il te connaissait mieux que moi. Elle a attrapé son téléphone, comme une arme. Je vais appeler mon avocat. Je lui ai dit « Appelle qui tu veux.
Tu as signé, et surtout, tu as disparu, pendant que je faisais les devoirs, les bains, les rendez-vous CAF pour les aides, les papiers de succession. Pendant que je portais tout, toi, tu étais en train de négocier ta nouvelle vie. Elle a serré son sac, respiration rapide, puis elle a tenté une dernière carte, la plus sale. Je peux dire que tu m'as empêché de voir mon fils. J'ai souri, très légèrement. Tu peux dire ce que tu veux, Claire, mais Delmas a des copies, des dates, des mails, et tu oublies un détail. Mon père enregistrait tout, absolument tout. Et là, je l'ai vue hésiter, parce qu'elle venait d'imaginer une preuve, une phrase, une trace. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a eu peur. Elle a reculé vers la porte, mais avant de partir, elle a lancé. Tu crois que tu as gagné, mais l'argent change les gens. Tu verras, tu finiras comme lui. J'ai répondu sans bouger. Non, Claire, je finirai juste sans toi. Elle a claqué la porte, et j'ai cru que c'était terminé. Sauf qu'une heure plus tard, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu, encore. Et une voix a dit « Monsieur le maire, c'est la banque. Il y a une opération suspecte sur un compte lié à la succession. » Et là, j'ai compris que Claire n'était pas venue seulement mendier. Elle était venue repérer. Et que quelqu'un, quelque part, essayait déjà de prendre plus qu'un euro symbolique. La banque m'a parlé d'une tentative de virement urgent vers un IBAN, commençant par ES. L'employé a dit le mot phishing, comme si c'était une météo. Moi j'ai entendu Claire. J'ai demandé l'heure de la tentative. 19h12, exactement quand elle était sur mon palier. J'ai respiré. J'ai remercié la conseillère. J'ai bloqué tout ce qui pouvait l'être. Puis j'ai appelé Delmas. Il a répondu du premier coup, comme s'il s'ennuyait rarement. Je m'en doutais. Il a dit « Votre père m'a laissé une liste de scénarios probables. Celui-ci en faisait partie. » J'ai eu un rictus, même mort. Henri Lemaire jouait aux échecs. Delmas m'a demandé de venir au cabinet le lendemain. Avec votre pièce d'identité et, si possible, un extrait de main courante si vous voulez formaliser, j'ai répondu. Je veux surtout que ça s'arrête. Dans la nuit, j'ai reçu un message de Romain. Claire est mal. Elle veut juste récupérer sa famille. J'ai tapé, puis effacé. Puis j'ai fini par envoyer. Dis-lui qu'une famille, ce n'est pas un distributeur, et que mon fils n'a pas besoin d'un retour sur investissement. Le matin, j'ai déposé le petit à l'école. Il m'a demandé si on allait encore habiter chez papy. J'ai répondu, on va habiter chez nous, bientôt. Et ça m'a donné une énergie calme. Au cabinet, Delmas m'a montré un truc simple et fatal. Une procuration bancaire falsifiée. Signature imitée. Adresse ancienne. Un classique. Et à côté, une capture d'écran d'un mail envoyé depuis une adresse qui ressemblait à la mienne. Sauf une lettre en moins. J'ai pensé. Claire n'est pas brillante, mais elle est entourée. Ou alors, elle a suivi les conseils d'un ami. Delmas a dit, on peut déposer plainte, mais l'essentiel est déjà sécurisé. J'ai signé. J'ai verrouillé. J'ai fait ce qu'un adulte fait quand il comprend qu'il doit protéger, pas se venger. En sortant, je l'ai vue, Claire, devant le cabinet, manteau impeccable, regard fatigué. Elle a avancé. « Julien, je t'en supplie. » Je lui ai répondu. « Tu as tenté de voler à ton fils ce que mon père lui a laissé. » Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, parce qu'il n'y avait pas de bonne phrase pour ça. Elle a murmuré. « Je voulais juste une chance. » J'ai hoché la tête. « Tu l'as eu. 13 ans. » Elle a pleuré. Pas pour moi. Pour la porte qui se ferme. Je l'ai laissée là, sans colère, parce que ma colère était devenue inutile. Sur le quai du métro, j'ai repensé à mon père, à son test, à sa dernière leçon. Ne pas confondre l'amour et la faim. Un mois plus tard, j'ai récupéré les clés de notre nouvel appart. Un 3 pièces simple, lumineux, rien d'ostentatoire. J'ai accroché un dessin de mon fils sur le frigo, et le soir, en l'entendant rire dans le salon, j'ai compris un truc très clair. L'héritage, ce n'était pas l'argent, c'était la paix. Et Claire, elle, avait choisi de rester dehors. Volontairement, définitivement.